L'échiquier international, bienvenue à vous. On le soupçonnait dès le début, c'est-à-dire juste après le 7 octobre, un plan d'évacuation, ou plutôt de transfert de population de Rafah est orchestré de gré ou de force, c'est-à-dire par des bombardements. L'entité sioniste accentue ses frappes sur Rafah, où vivent plus de 1,5 million de personnes, soit 5 fois la population initiale dans le pays. Aujourd'hui, des témoins ont signalé des bombardements également dans le sud de Rafah. Khan Younes également a été ciblé. Le ministre sioniste Netanyahou, lors d'un discours, c'était hier, parle d'opération au sol concernant Rafah d'ici les prochains jours. Rafah, une ville adossée à la frontière égyptienne. Le ministre de la Santé palestinien, de son côté, dénombre 117 morts en l'espace de 24 heures à travers l'enclave. On déplore des conditions de vie des civils qui échappent au massacre. Ces derniers sont à présent massés dans des conditions humanitaires dans un secteur transformé en un gigantesque ghetto. On signale également, en particulier dans l'enceinte de l'hôpital Nasser de Khan Younes, le plus grand au sud qui se situe à Rafah, des combats. Également, des chars ont été assiégés, et ont assiégé plutôt la zone. On dénombre 450 blessés et 10 000 déplacés selon la source du ministère de la Santé. À l'extérieur, des personnes massées dans des conditions humanitaires désespérées. On va en parler dans une ville transformée en gigantesque campement où la famine est en train de faire déjà place à beaucoup de problématiques. On en parle dans quelques secondes avec notre invité du jour. Je vous le disais, Rafah et surtout Rafah traversée encore aujourd'hui par des bombardements, la famine et le linceul. Telle est la thématique de l'échiquier international du jour. Les bombardements sionistes ne s'estompent pas. Pour en parler, je reçois ce soir un ami de l'échiquier international, puisqu'il s'agit de Badis Khnissa. Badis, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Badis, ces dernières 24 heures sur l'ensemble de la bande de Rafah, particulièrement meurtrière, 117 morts en l'espace d'une seule journée. On avait fait un point ensemble il y a quelques semaines de cela, et on est contraint de constater que la situation empire à tous les niveaux. Bien évidemment, puisqu'il faut rappeler que l'entité sioniste aujourd'hui, elle est tête, je dirais, aveuglément et tête dans le guidon dans son entreprise meurtrière et son entreprise, je dirais même génocidaire, contre un peuple isolé, un peuple démuni, un peuple qui manque de tout. Donc, il faut rappeler aussi le caractère du modus operandi. Donc, aujourd'hui, on est en train de vivre le même mode opératoire entrepris effectivement dans toutes les autres régions de Gaza, y compris le nord, Gaza City, et aujourd'hui Rafah. Donc évidemment avec cette je dirais, action altruiste entre parenthèses de la part d'entités sionistes, à savoir informer la population pour pouvoir aller ailleurs. Aller où? J'ai envie de vous poser la question. Donc, mais encore une fois, le bilan est lourd, le bilan humain en tout cas. Mais au-delà de ce bilan humain qui se chiffre en plus de 28 000 à ce jour de martyrs palestiniens, un plus gros contingent se situe chez les enfants et les femmes et les personnes âgées. C'est pour vous dire qu'effectivement, cette entité sioniste et son armée est loin d'être morale, et cette guerre encore moins, puisque Netanyahou l'avait rappelé il y a quelque temps, prenons les gens, j'ai envie de vous dire, pour des attardés. Mais encore une fois, c'est le peuple palestinien qui en pâtit, puisqu'il y a au-delà de ces morts et ces martyrs, il y a aussi cette mort à petit feu. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, à travers la famine, à travers aussi un système de santé détruit d'une manière caractérisée et programmée, effectivement, pour acculer le peuple palestinien, mais à travers lui aussi. C'est là où il faut peut-être rappeler le point important, c'est la résistance pour essayer de la faire fléchir. Et d'ailleurs, c'est exactement l'approche et la stratégie de Netanyahou aujourd'hui, qui est de plus en plus isolé, on pourra en parler par la suite, qui essaye, en tout cas, dans une espèce de tentative désespérée, où il est en train de
faire son propre harakiri, honnêtement, diplomatique. Il essaye d'augmenter cette pression, en tout cas dans son imaginaire et son gouvernement d'extrême droite, accentuer la pression sur la résistance, et notamment sur le Hamas, pour qu'il puisse effectivement grappiller quelques victoires ici et là. Mais encore une fois, c'est une victoire, j'ai envie de vous dire, qui est loin d'être morale, qui est loin d'exister sur le terrain, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, l'opinion internationale, la scène internationale, les instances, même les grandes puissances, à leur tête les États-Unis, se désolidarisent et les lignes sont en train de bouger à la défaveur de l'entité sioniste. Alors, Badis Renissa, on a esquissé ensemble le tableau tragique, hein. On a parlé de la famine, on a parlé aussi des conditions déplorables dans des campements ou même des ghettos, hein. Le terme est, à mon avis, adéquat pour résumer les conditions de vie des Razaouis. Mais qu'est-ce qu'on sait exactement de la résistance palestinienne? Où est-ce qu'elle se situe? Où est-ce qu'elle est? Où elle en est? Est-ce qu'elle est organisée plus de meilleure manière qu'il y a quelques jours? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la résistance palestinienne? Alors, il faut d'abord rappeler l'attitude de la résistance, en tout cas dans toutes ses factions, y compris Asdin al-Qassam, qui est une résistance qui tient vent debout dans une synergie, dans une alliance incroyable à mettre un terme effectivement à ce cycle sans fin, ce cycle pernicieux de la part de l'entité sioniste, puisqu'on peut revenir aussi aux autres guerres précédentes 2008, 2014, dans lesquelles à chaque fois l'entité sioniste s'est cassé des dents. Donc cette résistance, bien évidemment, ne fléchit pas. Ça, c'est un facteur très important à rappeler aujourd'hui, à mettre en exergue. Et d'ailleurs, c'est ce qui met Netanyahou et son gouvernement hors de lui, puisqu'il persiste et signe contre vents et marées. Et je lui dirais même qu'il s'isole de lui-même, encore une fois, dans une posture qui est complètement incompréhensible, puisqu'encore une fois, je reviens, et ça a un lien avec la résistance, où, rappelez-vous, au lendemain du 7 octobre et le début de cette opération terrestre de Netanyahou, où il était question effectivement de mettre des objectifs loin d'être tangibles, encore moins d'être palpables et mesurables, qui est celle de justement mettre hors d'état de nuire le Hamas, sa résistance, mais surtout aussi à mettre sous tutelle cette région qui est Gaza. Donc, 4 mois plus tard, on en est loin, très loin même, puisque les salves de roquettes continuent à s'abattre sur le pourtour et l'enveloppe de Gaza, et voire même plus loin. La résistance continue, bien évidemment, pas forcément à la même intensité du premier jour, mais elle existe, elle est toujours là, elle nuit. Elle-même, elle continue à porter atteinte avec des pertes considérables humaines, notamment au sein de l'armée israélienne, puisque je rappelle, même les zones dites pacifiées, sécurisées de la part d'antisionistes, aujourd'hui, elles continuent d'avoir justement des poches de résistance qui sont encore présentes à ce jour. Donc, encore une fois, c'est une guerre de guérilla, une guerre aussi structurée, encadrée, avec, encore une fois, ce que je disais, une coordination incroyable de la part des factions résistantes, chose que, encore une fois, l'entité sioniste, dans je dirais, dans son ego démesuré, n'a pas su, je dirais, mesurer en amont. Donc aujourd'hui, quoi de mieux que d'aller dans une espèce d'élan jusqu'au boutiste, le va-t-on en guerre contre, encore une fois, de la vie, puisque là aussi, je reviens sur cette notion où le torchon brûle entre Washington et Tel Aviv. On pourra en parler, mais cela aussi démarque ou dénote effectivement une espèce de divergence abyssale aujourd'hui, puisque, rappelez-vous, l'administration Biden excluait toute possibilité de négociation avec le Hamas. Aujourd'hui, elle défend les pourparlers avec des médiateurs comme l'Égypte et le Qatar pour pouvoir arriver à une trêve, arriver à une levée d'embargo, arriver à un cessez-le-feu durable dans laquelle il permettrait effectivement d'arrêter d'abord de couler le sang et puis d'arrêter aussi la complicité, la duplicité de l'Occident à leur tête, les États-Unis. Alors, avant d'entamer ce chapitre, hein, des négociations avec les puissances alentours, je voudrais qu'on s'arrête sur Rafah. Hein, Rafah qui a été ciblé particulièrement, bon, il y a Khan Younes, mais Rafah, l'entité sioniste, envisage une opération au sol. Rafah est, on va dire, particulière, hein, parce que c'est une ville adossée à la frontière égyptienne. La proximité ont avancé certains analystes, et une des raisons pour que les bombardements ciblent de plus en plus à Rafah aujourd'hui, mais encore les jours précédents. Est-ce que l'Égypte est une des raisons qui pousse l'entité sioniste à accentuer ces bombardements sur Rafah?
Écoutez, encore une fois, la stratégie de l'entité sunnite est une stratégie incompréhensible, puisque pour elle, en tout cas aujourd'hui, le dernier bastion de la résistance palestinienne se situe à Rafah. Mais encore une fois, c'est de la poudre aux yeux, puisqu'il est question d'encore une fois continuer dans cette machine de guerre, cette machine meurtrière de l'entité sioniste, à vouloir. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. À vouloir effectivement mettre un terme à la résistance à travers une pression phénoménale sur le peuple palestinien pour encore une fois casser ou amorcer une rupture entre la symbiose du peuple palestinien avec sa résistance, une résistance que, je rappelle, est une épine dorsale aujourd'hui du projet d'indépendance de la Palestine et de la cause palestinienne. Donc, Rafah. Je parlais de l'Égypte, pardonnez-moi, Badis Khnissa, parce que ces derniers temps, la tension est montée entre le Caire et l'entité sioniste. Une opération au sol était mal vue d'emblée par les Égyptiens, eux qui ont parlé de ligne rouge. L'armée égyptienne est mécontente en ce moment, pour ne pas dire en colère, d'après les sorties de Netanyahou concernant une opération au sol. Absolument. J'y viens effectivement. Je voulais vraiment raconter la genèse un peu de cette stratégie militaire incompréhensible pour aller vers le sud aujourd'hui. Le Sud est je dirais, une donnée très différente et un contexte très différent de ce qui s'est passé dans les autres zones de Gaza. Comme vous l'avez rappelé à juste titre, donc il y a une frontière partagée avec l'Égypte. Il y a aussi cette route qu'on appelle la route de Philadelphie, ou la route Salah ad-Din, qui a été effectivement, selon les accords d'abord de Philadelphie et puis de Camp David, pardon, et ensuite de Philadelphie, et en 2005, dans laquelle l'Égypte a repris le contrôle et donc d'une manière souveraine en ligne avec les accords de paix signés entre l'Égypte et l'entité sioniste. Donc aujourd'hui, envisager une opération militaire sur le sol en tout cas et prendre le contrôle de cette route de Salah ad-Din, la route de Philadelphie, est en totale je dirais, opposition avec d'abord les accords de paix avec l'Égypte, mais surtout aussi, c'est une violation infâme de la souveraineté de l'Égypte. C'est pourquoi le torchon brûle, c'est pourquoi il y a cette tension. Mais au-delà de cette tension aussi, il faut rappeler que l'Égypte, en tant que médiateur aujourd'hui sérieux, aux côtés du Qatar, joue un double rôle. C'est-à-dire qu'il essaye d'arriver à un cessez-le-feu qui arrangerait effectivement non seulement l'équation locale, à savoir sur Gaza, et sortir justement Gaza de cet embargo, de cette guerre criminelle, mais aussi je dirais, alléger la pression sur l'Égypte, une Égypte aussi, qu'il faut rappeler, a une population acquise à la cause palestinienne, une Égypte aussi qui est acculée par la pression des puissances et notamment des États-Unis, elle qui contrôle aussi le checkpoint de Rafah, dans lequel elle a essayé tant bien que mal d'avoir un contrôle de passage des aides humanitaires, rappelez-vous. Donc, certes au compte-gouttes, mais en tout cas, elle a joué même dans je dirais le changement de la configuration du checkpoint pour pouvoir permettre plus d'acheminement de ces aides. Donc oui, j'ai envie de vous dire qu'effectivement que l'Égypte reste un acteur majeur, mais l'Égypte aussi a, je dirais, noter ou en tout cas aligner ou rappeler des lignes rouges, à savoir sa souveraineté, à savoir cette frontière qui doit rester sous le contrôle de l'Égypte. Alors Badis Khnissa, dans son dernier discours, c'était hier ou avant-hier, Netanyahou parle encore d'un objectif, bon il le dit selon son vocable, comme d'habitude, le leitmotiv on le connaît, éliminer le Hamas d'un côté et que les civils évacuent la zone, ça veut dire plus de bombardements. Et quand on dit évacuer les civils, on comprend sans problème, il s'agit d'un transfert de population, donc c'est un projet qui est concret quand même. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, Netanyahou, au même titre que son gouvernement le plus extrême de l'histoire de l'entité sioniste, persiste et signe dans son projet justement de déportation, d'épuration ethnique, mais bien évidemment avec des termes peut-être un peu plus mesurés, un peu plus, je dirais, choisis pour qu'il puisse effectivement peut-être altérer le message final qui est celui, comme vous l'avez dit, de pouvoir effacer la population ghazaoui et reprendre le contrôle de Gaza, puisque rappelez-vous que l'entité sioniste était sortie d'une manière unilatérale de Gaza, où le Hamas a été élu. D'ailleurs, là, ça me renvoie sur l'un des objectifs de l'entité sioniste qui dénote aussi je dirais, son détachement hors sol, justement, de ce qui se passe dans la région, à savoir exclure le Hamas de l'équation politique, le Hamas qui a été élu à l'unanimité, à la majorité absolue par la population ghazaoui. Donc, encore une fois, c'est des projets chimériques de la part de l'entité sioniste
où il faut rappeler un point, je dirais, cardinal dans cette équation, ce nouveau contexte, à savoir, comme j'expliquais tout à l'heure, la désolidarisation de l'administration américaine qui, elle, voit aujourd'hui en l'entité sioniste une espèce de Alors roue justement, libre, une parlons-en. espèce d'électron libre. Parlons-en de ce, comment on pourrait l'appeler, tout à l'heure vous l'avez dit, hein, le torchon brûle entre le département d'État américain et Netanyahou, hein, et le département d'État américain a haussé le ton, hein, tout comme le président Biden, hein, pourtant allié de l'entité sioniste. Cette opération est jugée, il le dit, hein, excessif par Joe Biden, donc par les Américains. L'Arabie Saoudite, de son côté, a prévenu qu'on était déjà en pleine catastrophe humanitaire et on appelle à une intervention du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Arabie Saoudite le dit juste après la rencontre avec Anthony Blinken. Hein. Le ministre des Affaires étrangères également, hein, saoudien, a exprimé son rejet catégorique et ferme et condamne le déplacement forcé de la population. L'Allemagne aussi, qu'on a observé, l'Allemagne est dans une position un peu difficile. Elle était un peu terne, hein, depuis les bombardements qui ont commencé après le 7 octobre. L'Allemagne a mis en garde contre une catastrophe humanitaire annoncée, tandis que la Jordanie a dit rejeter le déplacement des Palestiniens à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs terres. On le voit à Badis, elles sont plusieurs, hein, ces grandes puissances, de surcroît, à dénoncer ce qui se passe. Netanyahou est critiqué même par ses rivaux, par une partie de l'armée, par la rue, et pourtant il continue sa campagne de destruction. Comment vous l'expliquez ? Alors, tout d'abord, je reviens sur effectivement la notion du rapport entre l'entité sioniste et ses partenaires, ou soutien indéfectible, parfois même dans un alignement aveugle, et notamment celle de l'administration américaine, où il faut rappeler qu'effectivement les lignes ont bougé. Le fait aussi, le facteur que cette guerre a perduré a donné aussi plus d'impact et plus de, je dirais, une onde de choc internationale, tant par l'opinion nationale et la société civile mondiale, mais également par les dirigeants, puisque, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Biden a même, je dirais, qualifié de disproportionnée cette réponse de l'entité sioniste par rapport à la menace du Hamas, et notamment par rapport au peuple de Gaza et sa guerre qui mène, en tout cas, contre un peuple isolé. D'une part. D'autre part, il faut rappeler aussi que, côté administration Biden, on est dans un contexte préélectoral où il faut effectivement trouver un certain équilibre entre l'opinion publique nationale et notamment les démocrates qui, aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué au sein du Sénat, au sein de responsables politiques américains, essayent de, je dirais, mesurer un peu plus davantage la stratégie de l'antisémitisme, parfois même se désolidariser d'elle, puisque, vous l'avez rappelé, Joe Biden a montré une espèce de divergence idéologique sur l'approche de l'entité sioniste. Il faut aussi rappeler que Anthony Blinken, dans sa tournée diplomatique récemment au Moyen-Orient, et vous l'avez rappelé avec sa rencontre avec le roi d'Arabie Saoudite, c'était une espèce de sondage, effectivement, pour savoir un peu, et tâter le terrain, et savoir comment on pourrait entreprendre la suite. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ce soit la tenue ou la position du Qatar, la position de l'Égypte, la position également de l'Arabie Saoudite à travers elle, le GCC, il faut le rappeler, mais aussi les conséquences, notamment ce que j'ai qualifié de conflit résiduel qui est en ligne de mire, à savoir le Yémen, l'Irak, la Syrie et autres, ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, l'administration Biden songe davantage vers cette solution diplomatique et cette négociation avec le Hamas, que j'ai tout à l'heure qualifié d'impensable aux yeux de l'administration américaine il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de recul, de retour en arrière, de volte-face aussi diplomatique, certes. De réel politique, en fait. Qui fait absolument, mais aussi qui est en droite ligne avec un certain pragmatisme qu'il faut avoir, et que d'ailleurs l'entité sioniste a perdu dans cette équation, qui est devenue, dans un élan subjectif, souhaite exterminer le peuple de Gaza. Et vous avez bien évidemment aujourd'hui cette trêve défendue bec et ongle par l'administration Biden, elle qui sait que peut-être que ça n'aboutirait pas vers la trêve dans sa mouture actuelle, mais en tout cas, on parle de l'émergence d'un État. Je rappelle que le New York Times et de certaines sources sûres, et autorisées notamment de l'administration américaine, on parle même d'une espèce de choc
à savoir la future position des États-Unis, notamment sur la question palestinienne, qui sera beaucoup plus favorable à la solution d'un État palestinien avec son droit d'indépendance. C'est pour vous dire qu'effectivement là, nous avons un divorce, je dirais, avéré entre l'entité sioniste et son extrême droite, effectivement, qui essaye, dans des balbutiements et des espèces de volte-face et surtout de postures suicidaires, essaye de maintenir une certaine alliance au sein de ce gouvernement, un gouvernement qui s'effrite, faut-il le rappeler. Et là, on peut revenir sur un autre facteur qui est beaucoup plus interne, politique intérieure de l'entité sioniste. Rappelons-le que, vous l'avez dit tout à l'heure, au bout de 4 mois, on est, j'ai envie de vous dire, à la case départ. Au bout de 4 mois, les mêmes problématiques sont là. La résistance continue, vont debout à tenir tête à cette armée immorale. La population israélienne est toujours éparpillée dans d'autres villes et le pourtour de Gaza est toujours isolé et toujours vide. Donc c'est en plus, bien évidemment, de certains facteurs économiques. Et là, permettez-moi aussi de peut-être rappeler un facteur très important, à savoir la notation de l'agence Moody's, notamment sur la dette israélienne, qui a été descendue d'un cran à A2, ce qui est symptomatique effectivement de ce qui se passe et ce qui se trame en matière de vision économique, en matière de conséquences désastreuses de cette guerre sur l'économie israélienne. Donc, l'entité sioniste, Netanyahou essaie de cacher... C'est pas une mauvaise note, Badis Renissa, A2. Hein. Moi, personnellement, j'étais surpris. Je pensais qu'ils allaient abaisser un peu plus la note de l'entité sioniste A2. Soit, mais n'oubliez pas que dans le communiqué de Moody's, effectivement, il rappelle la trajectoire négative, justement, qui sous-entend qu'il y aura un réassessment, une réévaluation de cette notation vers encore peut-être des crans plus bas. Donc non, mais l'acte en lui-même, c'est pour la première fois qu'on assiste à ce type je dirais, de décision historique, notamment sur l'aspect financier. Mais tout cela pour dire que tout cet agrégat de facteurs fait qu'aujourd'hui, l'entité sioniste est affaiblie et fragilisée et sur bien des aspects, à savoir l'aspect intérieur et notamment avec une opinion publique qui est de plus en plus, je dirais, décorrélée, divisée. Et puis aussi, vous avez un gouvernement qui, aujourd'hui, essaye tant bien que mal de persister, puisque rappelez-vous aussi que aujourd'hui se joue ou se trame l'avenir et le futur de Netanyahou, de son gouvernement, puisqu'il sait que au lendemain de la déclaration d'un cessez-le-feu, son gouvernement sera dissous et effectivement, il va devoir rendre des comptes avec un gouvernement extrémiste du propre aveu des puissances internationales et notamment des États-Unis. Donc aujourd'hui, il a beaucoup à perdre, si vous voulez, si on aboutisse à un cessez-le-feu. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il entreprend ces manœuvres dilatoires, encore une fois mensongères, et qui persistent, encore une fois, dans lequel il y a toujours ce lourd bilan humain qui, de jour en jour, s'alourdit. Et nous avons vu récemment d'autres aspects génocidaires factuels, notamment, je pense à la petite fille Hind. On ne doute pas que certainement le futur de Netanyahou sera judiciaire. Alors Badis Renissa, on arrive malheureusement à la fin de notre entretien. Dernière question quand même. Et l'Iran dans tout ça, on murmure son implication, on le sous-entend, son implication à travers le Yémen, le Liban. Mais qu'en est-il réellement de cette soi-disant implication de Téhéran dans cette équation explosive de cette région? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il me semble pertinent de rappeler une chose. L'Iran est la sempiternelle question et surtout problématique aux yeux de l'entité sioniste. L'entité sioniste a essayé, dans une espèce de poker menteur, en poker, c'est-à-dire qu'elle a bluffé sur pas mal d'aspects, notamment sur les objectifs sur Gaza, mais aussi dans la région, puisqu'elle essaye de faire d'une pierre deux coups, entre parenthèses. Elle souhaite effectivement aussi, à terme, avec peut-être cet alignement aveugle de certaines puissances, et notamment les États-Unis, d'exploiter cette brèche, d'exploiter effectivement ce levier au lendemain du 7 octobre pour pouvoir, je dirais, régler ses comptes avec l'Iran, elle qui l'accuse de tous les maux, l'accuse effectivement d'être anti-Israël dans la région, elle qui l'accuse aussi de détenir l'arme nucléaire. Donc rappelez-vous, elle a crié sur tous les toits pour qu'il puisse y avoir des sanctions, mais plus que des sanctions, des interventions militaires sur le sol iranien. L'Iran reste un acteur majeur dans l'équation régionale. L'Iran reste un partenaire aussi avec d'autres pays, notamment de la région, qui consiste effectivement, bien évidemment, à défendre la cause palestinienne, mais qui consiste aussi à tenir
je dirais, face à une machine de guerre, à tenir aussi à un projet similaire qui est celui du Grand Orient. Et donc l'Iran, si vous voulez, aujourd'hui, reste un allié stratégique au sein du monde musulman pour pouvoir peut-être mettre un terme à ces violations de l'entité sioniste. Badis Renissa, merci d'avoir été des nôtres pour le numéro du jour. Et merci pour vos éclaircissements et vos analyses. Merci également aux téléspectateurs et aux internautes qu'on oublie souvent. Merci de nous rester fidèles via les différentes plateformes. L'information continue sur Al24 News. Et quant à moi, je vous dis à demain.